que je vous Bonsoir. montre quand même. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. C'est paru aux éditions Héritage. Je voudrais préciser qu'on accueille ce soir tous les lecteurs de Jérusalem et d'Israël par le partenariat de la librairie Vice Versa, que vous retrouverez tout à l'heure en fin d'interrogation de Alexandra qui va passer sur le grill. Nous allons tout savoir de ce livre qui est déjà en vente depuis un petit moment et qui est maintenant que vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Mais là, je vais tout de suite laisser Nathalie parce que c'est un livre absolument passionnant et je ne veux pas interférer parce que sinon je vais vous en parler, ça va être une catastrophe. Merci Frédéric. Bonsoir Alexandra, moi je suis ravie de vous recevoir dans ces rencontres. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous présenter aux personnes qui nous écoutent, même si certains vous connaissent. Vous êtes journaliste, on vous connaît parce que vous êtes rédactrice adjointe de la rédaction de Libération. Mais moi ce soir, je vous reçois vraiment en tant que romancière. Alors je sais que vous avez été correspondante à Jérusalem, ce qui explique beaucoup de choses dans votre livre, et que les Lumières de Tel Aviv, en fait, clôt, si je suis bien au courant, un chapitre sur Israël, puisque vous aviez écrit 2 précédents livres, où vous avez eu des prix d'ailleurs. Et moi, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est un petit exercice, c'est en 1 minute 30, nous faire le résumé de votre livre, parce que je crois qu'il n'y a que les auteurs qui parlent bien de leur livre. Ouh là là, c'est très difficile de résumer ce roman-là, parce qu'il y a 6 personnages, en gros, qui essayent de traverser un mur qui sépare Jérusalem de Tel Aviv. Jérusalem la religieuse, de Tel Aviv la laïque. Donc ces 6 personnages-là se trouvent de part et d'autre du mur et pour des raisons soit politiques, soit amoureuses, soit philosophiques, soit militaires, ont besoin de franchir ce mur. Voilà. Donc ça raconte à la fois la laïcité, la bataille pour la laïcité, l'omniprésence des religieux, et la montée du nationalisme, mais ça raconte aussi une immense histoire d'amour, et pas qu'une, il y en a plusieurs histoires d'amour, et ça raconte un pays qu'on peut adorer, détester selon les moments, et en tout cas moi qui m'a profondément marquée, où j'ai passé les 2 ans et demi les plus fortes de ma vie sans doute, et dont je n'arrive pas à me défaire, à tel point que j'ai toujours besoin, envie de l'écrire, de le raconter. Parfait. Donc, pour resituer, donc, il y a bien 6 personnages. Donc, on remarquera qu'il n'y a pas trop d'aparité dans vos personnages, mais il y en a quand même un personnage qui l'emporte un peu, j'ai envie de dire, qui l'emporte Anna, le personnage, pour moi, qui est un personnage principal. Mais c'est un roman choral. Pourquoi avoir choisi de l'écrire sous un roman choral? Parce que ce n'est pas le plus facile. Là, vous l'avez fait avec... Alors, moi, je voudrais juste faire une parenthèse avant, c'est que je ne vous avais jamais lu. Donc, je vous ai découvert à travers ce livre. Mais quelle grave erreur, parce que vraiment, vous avez une écriture splendide. Il y a de l'histoire, il y a de la politique, il y a de l'amour, effectivement, il y a du romanesque, tout est bien là-dedans. Donc, pourquoi avoir choisi spécifiquement d'avoir écrit un roman choral? Parce que j'aime bien, j'avais envie de me mettre dans la peau de chacun de ces personnages-là. Parce que finalement, à part peut-être quelques-uns, j'ai été presque tour à tour chacun de ces personnages. C'est-à-dire que j'ai envie d'être Elie Bichara, ce flic arabe-israélien, donc à la double identité. Anna, évidemment, Anna, je suis un peu Anna aussi, bien sûr. Et je suis aussi ces hommes qui cherchent en quoi ils veulent croire, qui essayent de se défaire de carcans religieux ou qui essayent de comprendre l'évolution du monde autour d'eux. Je suis ces jeunes Palestiniens qui n'ont plus de pays, dont la famille a été chassée. J'avais envie de me mettre dans leur peau pour raconter ce qu'ils peuvent ressentir, comment ils peuvent vivre quasiment à l'état animal dans ces grottes de Bethléem. Voilà, je suis un peu tous ces personnages, ou en tout cas j'ai envie de me mettre dans leur peau et j'ai envie de me mettre à leur place et de raconter le monde comme eux le voient. Alors, comme vous l'avez expliqué, il y a un mur entre Tel Aviv et Jérusalem, et ce mur, tout le long de ce mur, il y a des robots, comme des drones, hein, plus ou moins, qui ont été fournis par les Russes pour tuer ceux qui passent soit légalement ou illégalement, quoi. Donc ça, c'est très actuel quand même, parce que vous intégrez aussi la part de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'était important pour vous de mélanger l'ancien et le moderne, ou c'est venu parce qu'il fallait que ça rentre dedans, quoi? Alors, j'ai suivi en tant que journaliste, j'ai suivi pendant de nombreuses années les questions militaires.
Et donc, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Les avions de combat, les missiles, donc, et comment ils deviennent de plus en plus intelligents, l'arme nucléaire aussi. Et j'avoue que les drones, c'est quand même une invention qui a été d'une rapidité incroyable. C'est apparu très vite, ça s'est développé à une vitesse dingue, et c'est en train de se développer encore plus de façon extrêmement préoccupante, puisque maintenant, de plus en plus, enfin depuis quelque temps, les drones peuvent tuer à distance. Et ça m'a toujours fascinée, dans le sens fascinée, horrifiée. C'est-à-dire qu'on peut tuer à distance tranquillement dans son fauteuil, dans une contrée lointaine, juste en appuyant sur un bouton. Donc c'est ça, le monde de demain qui va se profiler. Et donc, je me suis dit que dans cette région du monde où justement il y a une espèce de, comment dirais-je, oui, de bagarre, de violence permanente, où chacun essaye soit d'agrandir son territoire, soit à minima de le garder. Je me suis dit que le jour où dans cette région-là, au Proche-Orient, il y aurait des drones armés, et voire des robots tueurs, ce serait extrêmement préoccupant. Et donc, j'ai voulu l'imaginer. Alors moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur vos personnages, sans dévoiler quoi que ce soit de l'histoire, parce que c'est très important. Ils sont tous différents, mais il y a quand même, ils ont un point commun, ils ont un personnage en commun, quasiment tous, qui est Anna. Donc, je voulais savoir si c'était fait exprès que Anna soit une libraire. Est-ce que ça vous tenait à cœur de mettre une libraire au cœur de cette histoire? Oui, parce que si j'ai une autre vie un jour, c'est quelque chose, je crois que le boulot de libraire, et je dis pas du tout ça parce que vous l'êtes, et c'est pas du tout pour vous flatter, mais je trouve que moi je suis fascinée par le boulot de libraire, et quand je l'ai inventé, Anna, dans le précédent roman Adieu Jérusalem, elle vivait à Istanbul. Et je l'ai inventé alors que je revenais de longs séjours à Istanbul, où j'avais notamment été fascinée par une librairie sur Istiklal, cette rue piétonne qui traverse une partie d'Istanbul. Et là, il y avait une librairie, je me souviens vous savez, il y a des moments comme ça, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à l'instant où vous franchissez la porte. Je me souviens, il y avait une chanson de Nat King Cole qui passait. Il y avait j'adore ces librairies où il y a plusieurs étages avec des échelles, il faut monter pour atteindre les livres au-dessus. Et ça m'a tellement marqué quand j'ai inventé le personnage d'Anna qui vivait à Istanbul. Pour moi, elle ne pouvait que vivre dans cette librairie. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Et puis évidemment, sa passion des livres, sa passion pour Guerre et Paix, pour Tolstoï. Je suis russophone, j'ai baigné là-dedans aussi. Donc tout ça, ça s'est mélangé. Alors, moi, je vais vous faire une petite confidence, c'est que moi, Guerre et Paix est un livre très important pour moi. Et il me poursuit depuis l'aventure Un endroit où aller, puisque, je ne sais pas si moi je le sais, mais dans les petits montages des vidéos, le livre qui est feuilleté, c'est Guerre et Paix. Moi, c'est un livre important. Et quand j'ai découvert votre livre et qu'il se passe quelque chose avec ce livre, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre. Il y a des coïncidences un peu spéciales. Alors, justement, par rapport aux références littéraires, vous avez 2 références littéraires très fortes dans ce livre, qui sont Guerre et Paix et Docteur Zhivago. Est-ce que c'est parce que c'est des livres qui vous ont marqué, ou est-ce que parce qu'ils sont en résonance avec l'histoire que vous avez écrite quelque part? Ça se passe, ce sont des livres qui m'ont marqué, et donc qui me viennent, et en me venant, je me rends compte qu'ils s'intègrent totalement dans l'histoire. C'est-à-dire que Docteur Zhivago, c'est vrai qu'il y a un écho terrible. Voilà, et donc on ne sait pas qui a créé. Voilà, ces livres m'ont tellement imprégné que forcément, à un moment, vous savez comment se fait un roman, il y a des choses qui sortent et vous ne savez pas pourquoi. Et donc je pense qu'elles sont sorties sans doute guidées par tout ce que ces romans ont laissé dans mon inconscient. Oui, bien sûr. Alors, comme je disais, tous vos personnages sont différents. Est-ce que c'est facile de se mettre dans la tête d'un ultra-orthodoxe, d'un Palestinien en exil, d'un ancien flic qui est à la recherche de l'amour? Est-ce que c'est compliqué de vivre avec ces personnages et de passer de l'un à l'autre comme vous l'avez fait si bien dans le livre? Au contraire, c'est génial. J'adore parce que je ne m'ennuie jamais. Alors ça vient peut-être de mon activité de journaliste de quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours besoin, j'écris jamais aussi bien, enfin aussi bien quantitativement, hein, je ne vais pas qualifier, je dis pas qualitativement, mais j'écris jamais aussi facilement
que dans l'urgence. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne comme ça d'un jet, que ça, si j'ai trop de temps devant moi, ça vient beaucoup moins. Et donc, ces chapitres courts qui me permettaient de me projeter dans la peau des uns et des autres, bah, c'était formidable parce que je m'ennuyais jamais. Un jour, j'étais l'un, un autre jour, j'étais l'autre. Et du coup, ça me permettait d'être toujours presque dans l'action. Parce que finalement, il arrive quelque chose à l'un, et puis je laisse reposer, il arrive quelque chose à l'autre. Et le temps que je revienne à celui que j'ai quitté peut-être 6 jours plus tôt, bah, il s'est passé des choses et ça bouge, ça évolue en permanence. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça, beaucoup, beaucoup. Alors moi, je dirais que c'est aussi un roman engagé. Il y a un peu de féminisme dans votre roman, parce qu'à 2 reprises, que ce soit Anna ou Malika, à un moment donné, Malika dit à Moussa, lui dit, ce n'est pas parce que tu es un garçon que ça te donne un droit sur moi. Est-ce que c'était aussi une volonté de votre part de vous engager avec le féminisme? Parce que pareil, Anna, à un moment donné, dit, je veux bien vivre dans l'ombre de mon mari, mais qu'on ne m'empêche pas, je crois, la liberté de penser. Donc ça, c'est fort quand même. Est-ce que c'était important aussi de vous engager autant dans ce roman? Ah bah bien sûr, bien sûr. Pourquoi on écrit des romans? C'est aussi pour des choses, pour raconter le monde. Et il y a plus que, enfin, il y a plus qu'un seul engagement dans ce roman. Hein. Il y a un engagement en effet vous voyez, j'ai même pas pensé le féminisme. Pour moi, c'est tellement évident. La liberté qu'une femme demande, on lui accorde la liberté de penser ce qu'elle veut. Pour moi, c'est la base, c'est le minimum des choses. Il y a un engagement aussi pour la laïcité, il y a un engagement contre les nationalismes, voilà. C'est vrai dans ce roman, j'ai mis plusieurs années à l'écrire. J'ai eu beaucoup de mal, non pas parce que c'était facile, aussi parce que c'était difficile, parce que c'était un projet compliqué. Mais aussi parce que en fait, je l'ai commencé quasiment peu de temps avant que je devienne rédactrice en chef adjointe de Libération, qui est un énorme boulot qui me prend 12 heures par jour à peu près, et qui me prend aussi beaucoup de neurones, la tête, etc. Et donc j'y ai consacré beaucoup d'années, et donc beaucoup d'années aussi où je n'ai cessé moi-même de penser, de réfléchir à ces sujets-là, ne serait-ce qu'en qualité de journaliste de Libération. Quand j'écris des éditos sur la laïcité, sur le terrorisme, sur des accords de paix ou sur les femmes, sur le genre, forcément tout ça mouline dans ma tête et ça finit par ressortir aussi forcément dans mes romans. Alors pareil, sans dévoiler... Oui. Pardon. Non, allez-y, finissez. Pour moi, d'ailleurs, c'est un autre auteur de polar qui me l'a dit, que j'ai interviewé, qui me l'a dit il y a quelques mois, et moi j'adhère totalement à ça, que le polar, ça doit être engagé. Et je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, j'aime les polars quand ils sont engagés, quand ils disent quelque chose. Et c'est un peu ce que disait Jean-Patrick Manchette, le roi du polar, quand il disait le polar, c'est le roman de la crise. C'est ce qui permet le mieux de raconter la crise. Alors, sans dévoiler non plus l'histoire, est-ce qu'on peut dire que d'un côté, il y a Haïm, qui est l'ultra-orthodoxe, et de l'autre côté, il y a Isaac? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Oui, on peut, absolument. Vous avez fait des personnages très complexes, parce qu'il y en a un qu'on a envie un peu de détester, comme dans tous les films, on a toujours un qu'on affectionne pas. Et finalement, le mauvais n'est pas si mauvais que ça. Donc du coup, là, vous avez fait un travail qui est quand même remarquable, parce que finalement, vous le retournez, parce qu'on se dit, ce type, quand même, finalement, il se pose des questions, parce que quelque part, il est humain. Et justement, je voudrais revenir à cet aspect humain de votre livre. À un moment donné, je crois que c'est le commissaire qui dit à Haïm, j'ai besoin d'hommes capables de sonder l'âme humaine. C'est très fort, ça aussi. Est-ce que vous croyez qu'il y a des hommes qui sont capables de sonder l'âme humaine? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous, quand vous l'avez écrit, sonder l'âme humaine? Que font les religieux, et notamment les ultra-orthodoxes? Ils ne cessent d'étudier à la fois les textes, mais aussi les hommes, et les religieux, tous les religieux d'ailleurs. Hein. Alors pour le pire et parfois pour le meilleur. Et donc, ce sont des gens qui passent leur vie à réfléchir. Alors certes, à vouloir modeler le monde et les hommes à leur modèle, à leur façon. Mais parfois, ce sont aussi des hommes qui réfléchissent. C'est drôle que vous disiez que Vice Versa nous écoute, parce que quand j'étais à Jérusalem, quand j'ai attaqué l'écriture de
de ce qui deviendra Balagan, donc le premier volet de cette trilogie israélienne. Un des héros était un ultra-orthodoxe. Parce que ce monde m'a toujours fascinée. Je dis vivant à Harim, le quartier ultra-orthodoxe, voilà, je les voyais passer pour aller prier au mur, et c'est un monde que je connais très mal, même pas du tout. Et donc, voulant écrire ce roman avec ce héros ultra-orthodoxe, je suis allée à la librairie Vice-Versa. Beaucoup de monde, mais je crois que c'était peut-être pas, c'était il y a longtemps, c'était en 2000. Et je leur ai dit, voilà, écoutez, je suis en train d'écrire un roman, un de mes héros est ultra-orthodoxe. Il faut que je prenne, il faut que je puisse discuter, j'aimerais discuter avec lui, sa vie, mais qu'il puisse répondre à tout. Comment il croit. On ne vous entend pas très bien, Alexandra. Je crois que vous avez une mauvaise connexion de son. Vous nous entendez bien? Allô, allô? Moi, je vous entends. Vous m'entendez? Ça coupe beaucoup. Mais allez-y, allez-y. Bon. Et donc, grâce à la librairie Vice-Versa, donc, ils m'ont fait rencontrer un ultra-orthodoxe qui était francophone, donc qui venait, j'imagine, acheter des livres dans la boutique, et avec qui j'ai passé de très longues heures à discuter. Il s'est montré très ouvert, et on a discuté de tout. Et ça a nourri ce héros. Et du coup, ça a nourri tous les héros qui ont suivi. Et c'est ce que je voulais montrer surtout. Je voulais surtout pas faire un livre, un roman avec des personnages noirs ou blancs. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est ultra-orthodoxe et que moi je suis pas du tout branchée religion que cet ultra-orthodoxe est forcément borné, idiot, j'en sais rien, fermé, etc. Et l'inverse aussi. Enfin, je voulais rendre ce personnage-là humain. Je voulais les rendre humains et pas manichéens, surtout pas. Et donc, voilà. Donc c'est pour ça que ces deux ultra-orthodoxes, Haïm et Isaac, sont si importants parce que je les ai nourris de beaucoup de choses à la fois que j'ai appris de ce monde ultra-orthodoxe. J'ai aussi beaucoup regardé, je me suis régalée de la série Les Shtetl, que j'ai adoré cette série. Et donc, j'ai pu nourrir beaucoup ces personnages. C'est ça qui les rend sans doute humains et surtout, je voulais les rendre humains. Alors, il y a quelque chose qui est remarquable dans votre écriture, c'est la qualité des descriptions. Parce que moi, je ne suis jamais allée à Jérusalem, jamais en Israël. Et là, j'ai été transportée, quoi. On avait les odeurs, on avait tout, on avait le son, les missiles. À un moment, mais vous avez aussi des scènes incroyables. Alors, je ne vais pas non plus dévoiler parce que moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse et je le fais pas non plus à mes clients. Mais il y a des scènes, mais vraiment incroyables. Alors après, c'est un roman noir, mais il n'y a pas d'assassinat. Il n'y a pas c'est suggéré et là aussi c'est fort et je pense que ça vient de votre vous êtes spécialiste quand même du Moyen-Orient et votre côté journaliste, là on sent qu'il y a eu une influence là-dessus sur l'écriture et c'est fait tout en douceur et la qualité romanesque est vraiment moi j'ai adoré, j'ai dévoré mais alors il y a aussi un truc qui m'a intéressé, c'est que le mot fétiche d'Anna, c'est affronter. Et ça prend tout son sens dans la lecture et au cours de la lecture. Au début, j'avais noté. Quand j'ai lu, j'ai dit affronter. Bon, pourquoi pas. Et puis après, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. Parce que finalement, ce personnage d'Anna, elle affronte tout, quoi. Elle affronte tout, bien sûr. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès. Vous me l'apprenez qu'elle dit affronter tout le temps. Mais c'est la vie, on ne cesse d'affronter des tas de revers, de résister. Moi, j'aime beaucoup ce mot résister. Il faut résister à tout. Il faut affronter la mort de gens qu'on aime. Il faut affronter le passage du temps qui va forcément conduire un jour à la décrépitude puis à la mort. Il faut affronter des problèmes dans sa vie professionnelle. Il faut affronter des échecs. Parce que forcément, dans une vie, il y a beaucoup d'échecs, il faut savoir les affronter. Il faut affronter le départ d'un enfant, du domicile familial. Tout, on ne cesse d'affronter. La vie, c'est une succession on cesse d'affronter des tas de choses. Et donc, et alors notamment dans cette région du monde, où les femmes doivent affronter beaucoup de choses.
Et puis, les Palestiniens doivent affronter beaucoup de choses. Je pense certains Israéliens aussi. Enfin voilà, en tout cas, moi j'ai passé ces 2 ans et demi vécu là-bas à affronter en permanence les choses, affronter ma peur. J'ai vécu là-bas en pleine intifada où ça tirait beaucoup de part et d'autre. Et donc, j'ai dû affronter ma peur, que parfois j'allais sur une ville sous couvre-feu, une ville palestinienne sous couvre-feu. J'avais peur. Et pourtant, il fallait y aller parce que quand on est journaliste, il y a un moment, on ne peut pas rester assis dans son fauteuil à bâtonner des dépêches. C'est pas possible, surtout dans un endroit comme ça, aussi passionnant, où il se passe tellement de choses. Donc voilà, donc affronter. Il y a aussi un fil rouge intéressant dans ce livre, c'est votre amour pour Jérusalem, parce qu'il y a une histoire d'amour dans le livre, mais il y a aussi un filigrane, parce que vous avez des mots bienveillants, mais on sent que vous aimez cette ville. Et c'est vraiment important parce que à chaque fois, il y a des petits détails dans votre écriture qui font qu'on se dit, mais tiens, Jérusalem est quand même... Alors, je sais que vous avez été correspondante, je crois, de 2000 à 2003, c'est ça? Donc, on sent que c'est quand même très important et que cette ville vous habite. Alors, vous préférez Jérusalem ou Tel Aviv? Ça, c'est une question piège, parce que c'est pas parce que pour Tel Aviv, on a l'impression que c'est Hawaï, quoi. Un petit peu, si je caricature, hein, mais vous préférez vivre à Jérusalem ou à Tel Aviv? Parce qu'on a l'impression que c'est le Graal, Tel Aviv, finalement. Alors, j'ai passionnément aimé Jérusalem. C'est vraiment, mais presque physiquement, charnellement, j'ai passionnément aimé Jérusalem, ses rues, ses ruelles, ses odeurs, sa lumière, ses pierres, tout. Maintenant, quand j'y suis retournée beaucoup plus tard, c'est devenu beaucoup plus pesant parce que maintenant, c'est vraiment sous la mainmise des religieux. Il y a beaucoup, c'est vraiment... Les religieux ont pris un peu, ont envahi toute la ville, donc c'est beaucoup plus pesant. Mais à l'époque où j'y vivais, c'était encore bouillonnant de vie, d'énergie, d'idées. On retrouvait des intellectuels dans des cafés pour discuter, refaire le monde. C'était formidable. Alors, quand j'étais à Jérusalem, au bout d'un moment, j'avais qu'une envie, c'est de prendre la voiture et de filer vers la mer, vers Tel Aviv. Parce que c'est vrai que c'est, et notamment le week-end, quand approchait Shabbat. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce moment de Shabbat, quand tout à coup, surtout quand la période où je vivais, qui était trépidante, grouillante, c'est vrai que le vendredi après-midi à Jérusalem, surtout que j'habitais vraiment pas très loin de la vieille ville, donc à un moment, vers 14-15 heures, tout à coup, je sentais les voitures qui ralentissaient, le téléphone ne sonnait plus, c'était un vrai bonheur. Sauf que du coup, il y a des moments où j'avais envie aussi de retrouver la vie. Donc, je filais vers Tel Aviv, où là, la vie continue sans jamais s'arrêter. Sauf qu'au bout de 48 heures à Tel Aviv, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver Jérusalem. Donc dans mon rêve absolu, à l'époque, c'était d'avoir un pied-à-terre à Tel Aviv et de vivre à Jérusalem, ou l'inverse. Mais chaque fois, quand j'étais dans l'une de ces deux villes, l'autre me manquait très vite, terriblement. Alors du coup, le titre, Les Lumières de Tel Aviv, c'est parce que les lumières, c'est la liberté, ou c'est parce que c'est une ville pour vous qui est très éclairée, qui est très lumineuse, ou ça n'a rien à voir, ou il y a toute autre chose dans l'explication de ce titre? Ah non, là c'est vraiment, c'est en effet les lumières parce que c'est une ville lumineuse, mais c'est aussi les lumières, des lumières, le mouvement philosophique des lumières avec l'ouverture au monde, la réflexion, voilà. Donc, c'est la liberté de penser, bien sûr. Alors, j'ai une autre question qui est un peu difficile, je pense. Êtes-vous plus Raïm, plus Isaac ou carrément Adna? C'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. S'il faut choisir, je suis bien sûr Anna, parce que c'est une femme tellement intéressante, passionnante. Je l'ai fait voyager dans tous les pays où je suis allée, donc je lui ai fait retransmettre les odeurs que j'ai senties, ce que j'ai mangé, et aussi ses combats. Donc, et puis son histoire d'amour son histoire d'amour fait tellement envie qu'on a envie de la vivre. Moi, avant de faire venir, appeler notre ami libraire de Jérusalem, vous avez, à un moment donné, vers la fin du livre, vous citez une phrase du Talmud qui, je trouve, résume beaucoup ce livre. Quand vous dites « Sois courageux comme un léopard, aérien comme un aigle, aérien comme un aigle, agile comme une antilope et fort comme un lion, si tu veux accomplir la volonté
de ton père au paradis, de tes pères au paradis. Je trouve que ça résume vraiment, vraiment tout ce qu'il y a dans la tête de vos personnages. Et je trouve que c'est une très belle citation. Donc, en tout cas, Merci. merci. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas lu les deux précédents. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relire je vais lire les deux précédents. Et je vais relire Les Lumières de Tel Aviv parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de détails. Je suis sûre que je suis passée à côté, mais voilà. Donc je vais appeler Nathalie Hirschsprung, qui est la libraire de la librairie Vice Versa. La voilà, et je pense qu'elle a des choses à vous dire. Merci. Bonsoir, bonsoir, merci Nathalie. beaucoup. Alors déjà, j'ai été très touchée que vous ayez fait mention de la librairie en 2000, puisque moi, je ne l'ai reprise qu'il y a 1 an et demi. Et la librairie Vice Versa fêtera ses 20 ans cette année. Et donc, mais écoutez, Vice Versa m'a sauvé la mise plein de fois. Heureusement que cette librairie existait, parce qu'au pire de la crise de l'intifada, parfois j'allais me réfugier chez Vice Versa. Et j'aimais beaucoup notamment Denise qui tenait cette librairie avant avec ses deux autres collègues. Et je soupçonne que Daniel nous écoute ce soir. Donc, un grand bonjour à Daniel, Denise et Nadine qui m'ont donné le goût de me jeter dans cette aventure. Alors, moi, j'ai 3 questions pour vous. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, enfin, moi, je l'ai senti comme ça, c'est que quelque part, la vérité, elle est toujours au milieu. Donc, on a ce Tel Aviv utopique, on a la dystopie qui est Jérusalem, le danger religieux, mais aussi le danger du radicalisme laïque, ni voile ni perruque. Est-ce que c'était vraiment votre envie d'exprimer que la vérité, elle est toujours au milieu? Oui, que les choses sont pas noires ou blanches surtout. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est compliqué. Et c'est vrai qu'on a vu aussi, alors on a vu le Proche-Orient se déchirer, mais aussi même en France, hein, la France se déchirait sur ces questions-là. Sur la question du voile, la question des signes ostentatoires religieux, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut penser. Parfois, moi je trouve ça bien aussi de dire je ne sais pas, je ne sais pas. Je comprends qu'on puisse voir un voile comme une agression et en même temps, je ne vois pas pourquoi une femme musulmane qui ne pourrait pas aussi faire ce qu'elle comme elle l'entend et comme une juive orthodoxe pourrait le faire ou une chrétienne pourrait le faire, même chrétienne, oui, très très engagée. Même si moi je ne crois pas à grand chose, malheureusement, et d'ailleurs je le regrette parce que je pense que c'est plus facile de vivre en croyant. Mais du coup, j'essaye de comprendre, j'ai plus envie de comprendre plutôt que d'agresser. Et c'est vrai que dans un monde idéal, tout le monde devrait pouvoir croire à ce qu'il veut, du moment qu'il n'embête pas son voisin avec ça et du moment qu'il n'essaye pas d'empêcher l'autre de croire à ce qu'il veut. Et donc, c'est tout ça un peu mélangé que j'avais envie de raconter dans ce roman. Je trouve ça extrêmement réussi et très, très bien vu. Je me suis demandé si la loi de juillet 2018 sur la proclamation de l'État-nation juif avait eu une influence dans la manière dont vous avez présenté les choses. Ah, ça m'a extrêmement choquée. J'ai été choquée, bouleversée quand j'ai appris ça. En plus, ça arrivait à un moment, je crois que c'était peu après le transfert de l'ambassade. Il me semble que c'était dans ces eaux-là. Bref, tout ça m'a beaucoup, beaucoup choquée. Alors, de toute façon, voilà, je n'attendais pas des miracles de Netanyahou, de Trump, de Pompeo, Pence, etc. C'est dans la logique de leur logiciel. Mais malgré tout, ça m'a choquée, ça m'a bouleversée de voir ce pays, cette région, je ne sais pas comment, ces deux peuples, de voir ces deux peuples se faire avoir tant de mal à coexister et surtout de voir que Israël se dirigeait de plus en plus vers un État totalement intolérant et incapable d'accepter les Palestiniens, qu'ils soient d'Israël, qu'ils soient de Cisjordanie.
Et donc ça m'a choquée, ça m'a bouleversée. Je me suis mis à la place des Palestiniens et je me suis dit que pour eux, ça devait être terrible. Et donc, je pense que les personnages de Moussa et Malika sont directement inspirés de ça, parce qu'en effet, ce sont des personnes. Je tenais à ce qu'il y ait ces deux jeunes Palestiniens qui sont restés. Leurs familles ont été chassées du territoire dans des cars par les autorités israéliennes composées des ultra-orthodoxes et des nationalistes russes. Donc, ils ont chassé tous les Arabes du Grand Israël. Et donc, ces deux gamins se sont cachés dans les grottes à Bethléem. Ces deux gamins de Bethléem. Moussa a grandi dans le camp de Béiché à Bethléem. Et voilà, et j'avais envie de raconter comment ces deux gamins, ils vivent quasiment à l'état animal dans ces grottes. C'était une façon, évidemment, une métaphore pour raconter comment les Palestiniens sont de plus en plus traités. C'est un peuple qui n'existe quasiment plus. Plus personne ne s'intéresse à eux. Plus personne. C'est pas l'objectif de l'entretien. Je me suis posé. Non, non, du tout. Et voilà, c'était pour raconter ces personnages de Moussa et Malika. D'accord. Et moi, je me suis posé une question sur vos deux premiers ministres là. Aryeh Golan, il est inspiré de qui? Alors Aryeh Golan, bizarrement, alors je sais que tout le monde pense que c'est Netanyahou. Je pense que inconsciemment, j'ai dû mettre un peu de Netanyahou. Mais il est inspiré en premier lieu de Aryeh Deri. Parce que quand j'étais à Jérusalem, du Chasse qui a été emprisonné. Le leader du Chasse qui a été emprisonné. Et ça, c'est parce que ça a été un de mes premiers reportages quand je suis arrivée, quand j'étais à Jérusalem. Et c'est que je suis allée, il est donc ce leader ultra-orthodoxe a été emprisonné. Et donc, je suis allée, Libé m'a demandé d'aller d'aller couvrir il y avait une grande manifestation de soutien. Et donc, je me souviendrai toujours de cette marée d'hommes en noir qui étaient au pied de la prison et qui scandaient des appels de soutien à Aryeh Deri. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et voilà, donc ça a été, en fait, Golan, c'est un peu un mélange de ces deux personnages-là. Pour la petite histoire, il avait été incarcéré pour corruption, si je me souviens bien. Voilà, exactement. Donc c'est c'est exactement Golan. Et moi, j'ai une dernière petite question avant de laisser la parole aux participants. Les hasards des publications et des rentrées littéraires font que votre livre est sorti en même temps que celui de Dror Mishani, que la traduction de celui de Dror Mishani, Une, deux, trois, qui lui aussi a été journaliste et qui dépeint un Tel Aviv, un quartier de Holon bien différent d'un Tel Aviv des Lumières, puisque lui, il est pessimiste, il est noir, il décrit une société qui s'enlise, qui est empêtrée dans l'affairisme. Vous connaissez Dror Mishani, vous parlez les deux? Non, malheureusement, s'il n'y avait pas eu le coronavirus, on devait se rencontrer au salon Quai du Polar à Lyon. On était invités tous les deux et je m'en faisais une joie. On avait un débat organisé ensemble et j'étais ravie de le rencontrer. Mais j'ai lu son roman que j'ai chroniqué dans Libé, que j'ai beaucoup aimé. Et en effet, c'est bien d'avoir aussi parce que c'est aussi ça, Tel Aviv. Hein. C'est aussi le Tel Aviv qu'il décrit. Il y a évidemment toute la partie avec les jeunes qui font la fête en permanence, etc. Et les intellectuels de gauche qui ont fui Jérusalem pour venir s'installer à Tel Aviv. Mais il y a aussi cette grande pauvreté, des quartiers où l'on vit de façon très difficile, notamment avec les nouveaux immigrants. Et il y a cette femme qui vient de Roumanie, je crois, hein, à un moment, elle incarne tout à fait ces nouveaux immigrants qui vivent très très mal à Tel Aviv. Non, il est formidable son roman, je l'ai dévoré. Alors, est-ce qu'on peut se dire que quand on sera sorti de cette pandémie, de ce confinement et toute cette affaire-là, la librairie Vice Versa aura le plaisir d'organiser en Israël une tournée d'Alexandra Schwarzbrot et Dror Mishani qui parlent très bien français pour la petite histoire? Ça vous dirait? Alors, il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir que ça. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire ça l'année prochaine alors. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Super. Alors moi, je vais vous poser des questions des participants. Alors les questions des participants sont plus axées sur l'organisation de l'écriture avec le boulot de journaliste. À quel moment écrivez-vous?
Alors, j'écris dès que je peux. Dès que je peux voler une demi-heure à mon emploi du temps, le week-end, pendant les vacances. En fait, ce livre, j'y ai consacré quasiment toutes mes vacances depuis 7 ans. Toutes mes vacances, tous mes temps libres pendant le week-end, parce que le problème, c'est que pendant la semaine, je dirige Libération, enfin, je participe à la direction de Libération, et j'écris aussi beaucoup de critiques littéraires, donc ça, je n'ai pas le temps de le faire pendant la semaine, donc je le fais le week-end. Donc, j'ai très peu de temps libre, en fait. Mais voilà, et donc j'ai failli renoncer. Ce roman, je l'ai refait 3 fois, j'ai changé 3 fois d'éditeur, ça a été difficile. Mais j'ai jamais lâché. Plein de fois, je me suis dit, mais pourquoi me faire tant de mal? Pourquoi, voilà, peut-être qu'il faut tout simplement laisser tomber et partir sur autre chose, ou tout simplement, il y a tellement de livres, il n'y a pas la peine d'en rajouter un, mais vous savez très bien comment c'est. Quand on a un truc à l'intérieur, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Il fallait, j'ai jamais voulu renoncer à ça. Merci d'avoir persévéré. Oui, merci d'avoir persévéré. Et quand ça s'interrompt, c'est facile de repartir? On se remet tout de suite dedans ou c'est compliqué? Alors, je vais bouger un peu parce que j'ai l'impression que je n'ai plus de batterie. Je suis désolée, mais je préfère ça que ça coupe plutôt que ça coupe d'un coup. Alors, parfois, quand ça s'interrompt, c'est presque plus facile si je laisse passer beaucoup de temps. Ça dépend si je laisse passer beaucoup de temps ou bien si j'en laisse passer très peu. Si je laisse passer beaucoup de temps, finalement, ça repose. Ça repose, et le fait de le reprendre, il y a des idées nouvelles qui viennent, et parfois c'est plus facile. Mais c'est vrai que ça dépend de l'espace. Si je laisse tomber 6 mois, c'est vrai que c'est très difficile de recommencer. Mais c'est vrai qu'en 7 ans d'écriture, j'ai plusieurs fois laissé tomber, recommencé, repris, désespéré. Mais j'aimais tellement mes personnages, j'avais tellement envie de dire de choses à travers ce livre. Et puis j'avais l'impression parfois, enfin, je ne sais pas si je vais arriver à m'y tenir, mais pour moi, c'était mon dernier livre sur Israël. Parce que finalement, je me dis qu'il y a un moment où il faut passer à autre chose, et j'espère être capable d'écrire sur autre chose qu'Israël. Donc du coup, il fallait absolument boucler sur quelque chose, boucler la boucle et terminer avec les lumières finalement. Je trouvais que c'était une jolie façon d'achever ce cycle. Comment a commencé l'impulsion? Comment a commencé? Pardon, vous m'entendez? Oui. L'impulsion du premier roman. Quand vous avez écrit votre premier roman, c'était il y a longtemps? C'était il y a combien de temps? Pas le premier sur Israël, le premier tout court. Le premier tout court, oui. Alors, le premier tout court, ça, c'était Kouchouk. Alors, il faut savoir que j'ai écrit, avant d'écrire des romans, j'ai écrit 3 essais, 3 documents. Donc, à l'époque, j'étais spécialiste de la chose militaire, des affaires militaires. Et donc, j'ai écrit un essai sur Mitterrand et la guerre. J'ai écrit des biographies de Serge Dassault, de Jean-Luc Lagardère, bref, des hommes de pouvoir. Et il y a eu un moment où j'en ai eu assez d'écrire d'abord sur les hommes, des histoires de guerre, d'armes. Et c'était l'époque où j'ai découvert le Proche-Orient. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire sur le Proche. Ça m'a considérablement marqué. J'ai découvert d'abord le Proche-Orient par Beyrouth, et ça m'a énormément marqué. Et un jour, je suis tombée sur le voyage en Égypte de Gustave Flaubert, où il raconte la nuit torride qu'il a passée avec une danseuse du ventre qui s'appelait Kouchoukanem. Et ça, on peut le retrouver dans ses écrits. Et je me suis dit, je veux raconter l'histoire de cette femme, de cette danseuse du ventre avec qui Gustave Flaubert a passé une nuit torride sur les bords du Nil. Et donc, j'ai voulu... À l'époque, je ne pensais pas en faire un roman. Je me suis dit, je vais en faire sa biographie. Donc, j'ai appelé des spécialistes de l'Égypte qui m'ont dit, mais vous ne trouverez rien sur cette femme, puisque à l'époque, elle était considérée comme une prostituée. Personne n'écrivait sur ces femmes-là en Égypte. Il n'y a que les Occidentaux qui les croisaient en tant que prostituées. Et du coup, j'ai décidé de raconter sa vie.
Et j'ai inventé sa vie dans une boulangerie du Caire au 19e siècle. Et j'ai pris un tel bonheur à écrire cette histoire, mais vraiment un tel bonheur que j'ai écrit assez vite, en 1 an et demi, je crois. Ça s'appelle Kouchouk et ça a été publié chez De Noël. Que du coup, après, je n'ai eu envie que de ça, que de recommencer à écrire des romans. Et à Jérusalem, une fois à Jérusalem, quand l'intifada a éclaté, j'aurais pu écrire un livre de journaliste sur le processus de paix en miettes, interviewer des responsables israéliens ou palestiniens, mais ça m'ennuie à périr. Je n'avais pas envie de ça. J'avais envie d'écrire un roman. Et donc, j'ai demandé à mon éditrice, qu'est-ce que, à ton avis, avec cette matière-là, qu'est-ce que je peux faire? Et elle m'a dit, pour raconter cette violence, écris un polar. Et du coup, à cette époque, je n'avais jamais lu de polar. Et donc, elle m'en a conseillé 3. Et j'ai lu les 3 et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que c'est ça. C'était lesquels, polar? Alors, c'était les 3 c'est des grands classiques. Les égouts de Los Angeles, de Michael Connelly. La 5e femme, d'Henning Mankell. Et Les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Voilà, c'était vraiment 3 genres. Voilà, 3 classiques. Alors, je vais rappeler que... Ouais. Je vais rappeler que vous êtes publié chez Rivage Noir et que c'est un magnifique roman. Et moi, j'avais envie de faire un petit... Parce que j'ai beaucoup aimé ce roman et donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite lecture. Il avait griffonné quelques lignes, le voyait à l'imperfection de certains caractères. D'ordinaire, il écrivait avec un soin méticuleux, papier, uniformément blanche, déliant les boucles et allongeant les alèvres. Cette fois, il n'avait pas eu le temps. Pourquoi? L'attendait-on quelque part? Le pourchassait-on? Elle lisait et relisait chaque phrase comme si une formule secrète allait s'en échapper. Mais les caractères restaient désespérément inertes et elle ne comprenait rien. Je ne peux plus faire semblant, Anna, je n'y crois plus. Essaie d'être heureuse, tu le mérites. Et surtout, méfie-toi de Golan. Si tu as besoin d'aide, appelle Isaac. Adieu. Elle ne l'avait jamais entendu dire le moindre mal du Premier ministre, ni de personne d'ailleurs. Cet homme ne doutait pas. Il consacrait ses journées à l'étude des textes et à la prière, respectait scrupuleusement les règles de Shabbat et des fêtes, consultait le Rav chaque fois qu'une de ses innombrables interrogations restait sans réponse et obtenait satisfaction dans l'heure, du moins le croyait-elle. Anna réalisa qu'elle ne savait rien de Haïm. Elle avait rencontré à l'enterrement de l'oncle Zev. Il avait été un de ses élèves et tenait à accompagner sa dépouille au cimetière. On n'entend plus, ça a coupé là, je crois. Frédéric, on ne t'entend plus. Vous m'entendez, Alexandra, Nathalie? Oui, tout bon. Et on n'entend plus Frédéric. On a perdu Frédéric. Vous m'entendez là, à nouveau? Non, Est-ce on que vous avait m'entendez? Oui, là, oui. Oui. Alors, c'est dommage. Parce que c'est le Mossad, c'est le Mossad. pour fuir la dérive confessionniste, un projet qui a mal tourné, Ben Gourion doit se retourner dans sa tombe, avait-elle soutenu à son oncle, peu avant son départ. Le vieux Zev refusait de baisser les bras, convaincu que les Israéliens retrouveraient tôt ou tard leurs esprits. On ne peut pas être devenu ce peuple colonialiste et intolérant, pas après ce que nous avons vécu. Nous avons tant d'intellectuels de haut niveau, tant de génies du quotidien. L'un d'eux va un jour remettre le projet sur ses rails originels. Tu vas voir. Et ce jour-là, nous serons pris en exemple dans le monde entier. Il ne faut pas fuir, Anna, mais combattre de l'intérieur pour assister à l'avènement de ce moment, lui assénait-il. Il avait tout tenté pour la retenir. En vain. Elle n'avait plus sa place dans ce pays. Il l'avait trop déçue. Peu avant sa mort, son oncle l'avait appelé à Istanbul. Il était reclus dans sa maison, des mecs Réphaïm, incapable de mettre un pied dehors tant la transformation de Jérusalem le désolait. C'était la plus belle ville du monde à la fin du siècle dernier. Anna, on ne pouvait pas faire un pas sans admirer un vieux mur de pierre, un chanteur de rue, un ray de lumière sur les remparts. L'air sentait le zatar et l'encens
Les femmes se baladaient tête nue et court vêtues. On ne savait plus si l'on parlait l'arabe ou l'hébreu, tant les langues se mélangeaient. Et personne ne tressaillait de peur en entendant le muezzin. Le réseau téléphonique et les lignes aériennes fonctionnaient encore normalement et elle lui avait promis de venir le voir très vite. Le lendemain, Haïm l'appelait pour lui annoncer la triste nouvelle. Aux obsèques, l'élève de Zaev avait prononcé un discours bref mais vibrant d'émotion. Elle avait compris que son oncle avait su attirer à lui une faune disparate. Vieux babacou, les jeunes en quête de savoir. Il représentait une forme de sagesse, perdue dans ce monde qui pédalait dans le vide, sans repère ni direction. Le jeune homme l'avait aidé avec les formalités, elle qui ne connaissait plus rien à la vie administrative israélienne. Et c'est ainsi qu'il était entré dans son existence, ombre rassurante sur sa vie en miettes. Les derniers mots de son oncle avaient tourné et retourné dans sa tête jusqu'au jour où elle s'était résolue à quitter Istanbul, que le sultan rendait invivable pour les gens comme elle, épris de liberté. Tant qu'à faire, autant vivre à Jérusalem auprès des siens, aussi imparfait soit-il. Haïm lui avait proposé le mariage, comme on propose un objet d'ameublement sur un catalogue. Elle n'avait pas réfléchi, occultant la contradiction qu'il y avait à fuir un manque de liberté pour courir s'enfermer dans une prison matrimoniale et une culture où tout était codifié et contraint, du réveil jusqu'au coucher. Elle avait peut-être besoin de changer de décor. Anna hésita à brûler le message de Haïm. Peut-être viendrait-on fouiller ses affaires pour tenter de comprendre pourquoi et où il avait fui. Elle ne put s'y résoudre. Elle le glissa là où elle l'avait trouvé, sourit en notant le titre du livre, « Guerre et paix ». Ici, ce n'était ni vraiment la guerre, ni vraiment la paix. Un entre-deux plus traître encore, car l'on ne savait plus qui était l'ami et qui était l'ennemi. C'est à ce moment-là qu'on sonna à la porte. Elle tressaillit. Était-il possible qu'il soit déjà à la recherche de Haïm? Machinalement, elle lissa sa jupe, glissa une mèche récalcitrante sous son turban et inspira profondément. Maintenant qu'il n'était plus là, elle allait devoir se prendre en charge. Pendant des années, elle s'était reposée sur l'oncle Zev avant de mettre sa vie entre les mains de Haïm. Elle était seule maîtresse de son destin désormais. Anna attrapa une amande dans un bocal, croqua le fruit sec, redressa la tête et se dirigea vers la porte. Ça n'a pas été trop coupé, que j'ai pas trop mal lu. Si après ça, personne ne va acheter ce livre, je change de métier. C'est ça. Et alors, je signale que je n'ai pas fait exprès pour vérifier. J'ai ouvert n'importe où. Je ne pouvais pas choisir, en fait. Donc, je me suis dit, on va faire le livre oral. Voilà, j'ai ouvert n'importe où et c'est tombé sur ce passage-là. En tout cas, merci d'avoir participé, Alexandra, à cette 21e rencontre Un endroit où aller. Je rappelle que le livre est évidemment trouvable dans toutes les librairies qui sont ouvertes. Et c'est agréable, même s'il y a des contraintes. Voilà. Ils sont ouvertes, allez-y, mais vous allez, même avec les contraintes, vous allez retrouver la joie de revoir vos libraires, de revoir les livres et de découvrir tous ces livres qui ont été sinistrés par la fermeture directe des librairies. Donc voilà, j'ai oublié quelque chose, Nathalie, sûrement. Non. Moi, je vais remercier chaleureusement Nathalie d'avoir été là. Aussi Alexandra, merci d'avoir écrit ce livre. Moi, j'ai découvert un auteur grâce à Frédéric, donc moi, je suis ravie. Donc, je vais tout relire à rebours, c'est bien, je vais relire. Non, juste dire que demain, on se retrouve à 19h avec Cécile Balavoine pour son livre « Une fille de passage » aux éditions Mercure de France. Et je vais chaleureusement remercier Alexandra encore une fois. Merci Frédéric de m'avoir embarqué dans cette belle aventure aussi. J'en profite parce que tu es là, tu n'es pas souvent là à l'écran, donc j'en profite. Merci voilà, d'avoir fait caché. Voilà, ce site internet que tu as mis en ligne. Donc voilà. Donc, c'est bon de t'avoir avec nous. Je voudrais rappeler justement le site qui est en ligne depuis hier et vous pouvez y aller en faisant un endroit où aller avec un petit 1 et pas UN, unendroitoualler.com et là vous retrouverez tout le programme, vous retrouverez tous les auteurs qui sont passés et aussi les replays pour ceux qui n'ont pas pu assister aux rencontres précédentes. Je vais y arriver. Pour ceux qui veulent les revoir aussi. Message
À l'Association internationale des libraires francophones avec lesquels j'ai été en contact longuement aujourd'hui à propos de votre beau projet. Et je leur ai expliqué que vous m'aviez gentiment sollicité et que j'étais la première et pour le moment la seule libraire de l'étranger à avoir répondu présent. Et donc, l'Association internationale des libraires francophones va solliciter toutes ses troupes, mettre au courant de ce beau projet et vous aurez peut-être, j'espère bientôt, un peu plus de libraires francophones de l'étranger. Merci. Surtout, il y a déjà des lecteurs qui viennent de Singapour et même de Nouvelle-Zélande, à ce que j'en sais d'après les mails. Ouais. Et Saint-Barthélemy. Ouais. Rio, voilà. Partout. Bravo en tout cas. Bravo Frédéric pour cette initiative parce que vraiment, c'est formidable. C'est tellement triste ce qui est arrivé à ce secteur, tout ce secteur, et évidemment tous les autres aussi. Mais ces livres qui ont été... dont le vôtre aussi, dont l'existence s'est arrêtée comme ça brusquement en quelques semaines. Et c'est formidable d'avoir réussi à embarquer tout ce monde. Et bravo, vraiment, je suis admirative. Félicitations. En tout cas, j'ai fait ça pour ces livres et pour les libraires, mais je voudrais dire quelque chose qui me trouble beaucoup et qui m'émeut énormément. Dans tous les messages qu'on reçoit de vous, lecteurs, il y a des messages de personnes qui ne sont jamais allées en librairie pour des raisons X, soit parce qu'elles sont éloignées en campagne, soit parce qu'elles sont handicapées. Donc, je voudrais saluer tous ces lecteurs qui peuvent enfin être accueillis dans le salon, dans la bibliothèque d'un écrivain et dans les librairies et voir des libraires rencontrer des auteurs et les interroger, parce que c'est très émouvant de savoir que ce projet permet à ceux qui ne vont pas en librairie ou qui ne peuvent pas y aller de participer. Donc, je voudrais vous remercier de votre présence. Voilà. On va se quitter et ça va s'interrompre d'un seul coup. C'est un peu bizarre. On a été dans la lumière et on va passer dans le noir d'un coup. Ça va être terrible. Merci, mesdames. Non, ça ne va pas être terrible. Il reste les livres. Regardez, il y en a plein partout. Au revoir, Alexandra. Au revoir, Nathalie. À très bientôt. Et au revoir aux amis d'Israël. Super. Oui.